Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 15 novembre de l'année 2015. Merci de nous rester fidèles et vous avez raison de choisir notre compagnie. Carte sur table va se pencher sur la jeunesse, qualifiée peu ou prou de façon théorique de force vive de la nation. Les jeunes, de par leur aspiration, leur vision et leur nombre, devraient constituer aujourd'hui un enjeu majeur et stratégique pour la stabilité et le développement de leur pays. Erreur, le constat est tout autre. Loin d'être une source d'opportunités pour sortir les pays de la pauvreté, la jeunesse constitue pour beaucoup de gens, disons la plupart des gens, dans son ensemble, une véritable bombe à retardement. À quelques mois de la présidentielle au Bénin, les déclarations fusent de la part du gouvernement, les grandes idées se bousculent dans la bouche des candidats, mais les réponses concrètes à leur situation, elles se font toujours attendre. Pendant ce temps, le chômage s'installe et frappe durement cette couche de la population. Jeunesse, emploi et entrepreneuriat, acquis et perspectives pour 2016. Voilà le thème central que nous allons décortiquer dans ce numéro de Carte sur table. Invité, M. Franck Passassi, ingénieur et en génie mécanique de formation et porte-parole de la jeunesse ABT. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 à toutes fins utiles. Sachez qu'à partir de 10h, vous pourrez intervenir dans cette émission. M. Franck Passassi, bonjour. Bonjour, monsieur Hospice Renaud Desdavaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien. La jeunesse, c'est la fougue toujours. On dit comme c'est pour ça qu'on est là. Tout à fait, voilà. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le gouvernement béninois ne cesse de marquer son souci constant de remédier aux problèmes de chômage qui minent notre pays. Les mesures d'urgence annoncées semblent bien insuffisantes. La dégradation de la situation des jeunes sur le marché du travail a de quoi susciter aujourd'hui les plus fortes inquiétudes. Alors, dites-nous, quel est l'état aujourd'hui des lieux, l'état des lieux du chômage au Bénin? Dites-nous. Je vous remercie, monsieur Renaud Desdavaux, pour l'invitation de ce matin à venir parler au nom de la jeunesse du président Abdoulaye Bion-Tianeh sur les questions de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Deux problématiques qui seront au cœur des débats des enjeux de 2016. Vous savez, l'emploi en particulier, celui des jeunes, demeure l'un des défis majeurs de tous les gouvernements et loin d'être une question de gouvernance. Il est pour le président Abdoulaye Bion-Tianeh aujourd'hui une question de sécurité nationale, car selon lui, ne pas trouver une solution à ce problème serait d'exposer notre pays à une véritable bombe à retardement. L'exemple du printemps arabe montre combien de fois le chômage et l'exclusion des jeunes constituent une véritable bombe et un facteur de déstabilisation avec des effets négatifs à court et à moyen terme sur les performances économiques et sociales affectant le développement de notre pays. Vous savez, oui. Au Bénin, le taux de chômage a connu une évolution ascendante ces dernières années, passant de 0,7 en 2007 à environ 2,6 en 2011. Il apparaît donc que, sincèrement, le problème du Bénin n'est pas pour autant celui du chômage aujourd'hui, mais celle du sous-emploi. Oui, celle du sous-emploi, c'est vrai, comme vous le dites si bien, sous-emploi, mais la jeunesse, comme vous le dites si bien, est logée à la même enseigne. Chômage, violence, désespoir, oisiveté, précarité, aventure, illusion, voire même l'analphabétisme, parce que c'est pas tous ceux qui doivent aller à l'école, qui doivent forcément trouver du boulot. Il y a ceux-là qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont dans les emplois. Voilà, c'est vrai que c'est pas officiel, mais quand on parle de jeunes, parce que voilà, on n'a pas tellement d'écoles d'éducation, pas d'écoles d'université pour pouvoir engager tous ces jeunes-là. Donc les gens, à un moment donné, voilà, quand ils arrivent, disons en classe de CM1 ou CM2, ils arrêtent parce que bon, ils estiment qu'ils n'ont plus de moyens pour pouvoir continuer. Alors, dites-nous, quelle analyse faites-vous donc du marché de l'emploi aujourd'hui au Bénin? Parce que voilà, c'est... Tout d'abord, avant de parler d'analyse aujourd'hui, oui. Comme je viens de le dire, ouais. Le problème aujourd'hui du Bénin n'est pas vraiment le problème de l'emploi, mais le problème de sous-emploi. Vous savez, et qu'est-ce que j'entends par sous-emploi? On n'entend pas sous-emploi, vous savez, le sous-emploi peut se retrouver sur trois formes. Vous avez au niveau, disons,
la première forme, c'est que vous allez voir, c'est-à-dire le travail, ce sont les gens qui travaillent à temps partiel, de façon involontaire, et que nous appelons souvent sous-emploi en termes d'heures, ou sous-emploi invisible. Et vous allez voir une autre forme de sous-emploi, vous allez voir des gens qui travaillent à temps plein pour des rémunérations inférieures à un plancher salarial. Par exemple, le salaire minimum ou le seuil de la pauvreté. C'est ça que nous appelons le sous-emploi invisible. En fait, le premier temps, c'était le sous-emploi visible, ceux qui travaillaient à temps partiel involontairement, en termes, disons, d'heures de travail. Ceux-là, c'est le sous-emploi visible. Ceux qui travaillent aujourd'hui comme rémunération inférieure à un plancher salarial, par exemple le salaire minimum ou le seuil de la pauvreté, ceux-là, c'est ce qu'on appelle le sous-emploi invisible. Et il y a une troisième forme aussi de sous-emploi qui est l'absence d'adéquation entre le détenteur d'emploi et son niveau d'éducation. Vous voyez sa formation, son expérience. Ça, c'est ce qu'on appelle le sous-emploi en termes, disons, de qualification. Donc, ainsi, lorsqu'on prend les statistiques du sous-emploi invisible en 2010, vous voyez le sous-emploi invisible en 2010, aujourd'hui, au niveau, disons, des jeunes, avoisine à peu près 58,1%. Et la situation est plus préoccupante chez les jeunes de 25 à 34 ans, où le taux de sous-emploi invisible est de 61% environ. Donc vous voyez aujourd'hui, donc si on part de là, en analysant correctement, c'est qu'on découvre que le marché du travail est dual et caractérisé par un secteur d'emploi moderne, qualifié très étroit, et un secteur informel prépondérant. Vous voyez le secteur informel prépondérant, marqué par des emplois à temps partiel et peu rémunérés. Donc, lorsque nous partons des statistiques, par exemple, de 2010, les statistiques de 2010 disent que le secteur moderne occupe seulement 7% de la population active, contre 93% pour le secteur informel. Voilà. Ceci dit, ça veut dire que la plupart des emplois dans le secteur informel du Bénin est au-dessus de la moyenne africaine. Bon, la moyenne africaine, ça se situe en 2009 environ à 78%. Donc, selon les chiffres de l'OCDE. Donc, assez proche de certains pays de la sous-région, comme par exemple le Cameroun, le Sénégal, bon, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, si nous prenons la situation de l'emploi salarié privé, dans le secteur privé, cela montre que les entreprises commerciales constituent la principale source de création d'emplois, avec environ 39%, disons, du total des emplois, suivi de l'artisanat, 34% et des autres services, à peu près, je dis bien, 9%. Donc, ce qu'on peut retenir exactement, c'est qu'il faut retenir que la plupart des entreprises qui exercent dans le secteur privé exercent relativement dans l'informel, où les relations employés-employeurs sont fondées, par exemple, sur des affinités, des liens de parenté ou des relations personnelles ou sociales, plutôt que sur des accords contractuels qui devraient comporter des garanties formelles pour ces entreprises-là. Donc, ça, c'est lorsqu'on prend le bloc de la situation de l'emploi salarié, disons, du secteur privé. Mais lorsque vous prenez, par exemple, le bloc de la structure du personnel de la fonction publique, nous voyons quand même que le secteur public a connu une mutation entre 2005 et 2011. Vous voyez par exemple que le taux des agents permanents de l'État entre 2005 et 2011 a baissé, surtout, disons, entre de 2010 à 2011. Donc, ici, là, il y a, par exemple, à cause, disons, des taux de décès, par départ à la retraite, ainsi du faible renouvellement de cette catégorie de personnes. Donc, ceci dit, c'est qu'on observe que, à ce rythme, l'effectif des agents contractuels de l'État a considérablement supplanté les agents permanents de l'État. Donc, si nous prenons, d'une part, la situation de l'emploi salarié dans le secteur privé et la situation de l'emploi salarié dans le secteur public, aujourd'hui, on peut dire que la demande d'emploi salarié, on fait face à une situation qui met en évidence l'insuffisance aujourd'hui de l'incapacité des offreurs d'emploi à observer la demande exprimée par le marché. Donc c'est le premier niveau, quasiment un niveau qu'on peut retenir, disons, en faisant cette analyse, de dire aujourd'hui que, au niveau, disons, la situation est que, lorsqu'on fait face à une situation est que l'insuffisance de l'incapacité des offreurs d'emploi à observer la demande exprimée par le marché. Donc, nécessairement, aujourd'hui, il urge donc de chercher des solutions idoines. D'autant plus que l'écart, on vient d'observer que l'écart entre l'offre et la demande d'emploi salarié ne cesse de se creuser au fil des années. Donc,
à travers la promotion du secteur privé, le développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes chercheurs d'emploi. Voilà. C'est ce qu'on peut dire rapidement si nous voulons analyser secteur privé, secteur public aujourd'hui. Il y a un écart entre, disons, la demande et l'offre aujourd'hui au niveau disons les demandeurs d'emploi chez les jeunes. Voilà, c'est vrai que c'est un débat technique, hein, nous ne sommes pas aujourd'hui en politique. C'est vrai que nous allons y aborder le volet politique peut-être d'ici à la fin de cette émission, puisque vous êtes quand même porte-parole d'un candidat. Et c'est vrai, il n'est pas encore déclaré, mais c'est vrai qu'on entend toujours les déclarations des candidatures, donc disons des personnalités, de certaines personnalités, mais on sait, il ne faut pas se les cacher, que Aboulaye Biotchane sera probablement candidat pour l'élection présidentielle de 2016. Alors, nous allons, vous avez dit tout à l'heure, hein, tout le monde le sait, hein, le chômage, c'est un véritable cocktail au Molotov qui devrait faire l'objet d'une attention particulière et être désamorcé le plus rapidement possible, puisque les jeunes boudent dans nos milieux, tout le monde veut venir à Cotonou pour travailler, il n'y a pas de travail, les étudiants sont là, et vous êtes jeunes. Alors, dites-nous les principales contraintes relatives au marché de l'emploi. Pourquoi les jeunes souffrent si tant pour trouver un emploi? Merci beaucoup. En fait, le débat, loin d'être technique, en fait, il faut vraiment apprécier le débat. Nous sommes en train de décortiquer d'abord. Tout à fait. Ouais. C'est sûr que nous allons arriver à proposer, disons, au niveau des propositions du président Aboulaye Biotchane au niveau de la jeunesse. Mais pour cela, il faut d'abord décortiquer. C'est pour ça que, dès le départ, il faut faire l'état des lieux du marché de l'emploi aujourd'hui au Bénin. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui les contraintes, vous savez, c'est une excellente question d'ailleurs, même parce que on observe d'énormes contraintes aujourd'hui, en termes, disons, sur le marché de l'emploi. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, on observe la faible attractivité de l'environnement des affaires. La faible attractivité de l'environnement des affaires. Lorsque vous prenez par exemple le climat des affaires aujourd'hui au Bénin, le climat des affaires aujourd'hui au Bénin n'est pas du tout reluisant. Vous voyez, depuis 2006, les rapports d'OM Business produits par la Banque mondiale montrent une dégradation quasi constante des classements du Bénin. Donc, lorsque relevant ainsi que l'environnement économique, disons, reste propice aux affaires. Donc, dans ces conditions, vous voyez qu'il est difficile d'orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat ou de promouvoir l'emploi salarié, alors que même les conditions de développement de l'entreprise ne sont pas réunies. Donc, c'est très important aujourd'hui d'observer que l'une des contraintes aujourd'hui, c'est la faible attractivité de l'environnement des affaires au niveau, disons, de ça. L'autre contrainte, c'est qu'on observe aujourd'hui un déséquilibre structurel vraiment de l'appareil productif. Qu'est-ce que ça veut dire? L'appareil productif au Bénin affiche vraiment aujourd'hui un déséquilibre structurel, c'est-à-dire il est caractérisé par un secteur primaire. Lorsqu'on prend le secteur primaire béninois aujourd'hui, en termes d'emploi, le secteur primaire est prépondérant et une hypertrophie du secteur tertiaire. Donc, lorsque tu prends au niveau de trois, parce qu'aujourd'hui, pour analyser, il faut prendre le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Lorsque nous prenons le secteur primaire est prépondérant, mais c'est vraiment embryonnaire par rapport au secteur secondaire. Et lorsqu'on prend le secteur tertiaire, c'est hypertrophie. Donc, ça, c'est une contrainte. Et une autre contrainte qu'on observe aujourd'hui, qu'il y a un faible développement des entreprises à fort potentiel de création d'emplois. Parce que ce qui est évident aujourd'hui, vous voyez, c'est que il faut quand même cibler des entreprises ou bien des entreprises ou des secteurs qui sont des secteurs porteurs d'emploi. Il y a un faible développement de ces entreprises à fort potentiel de création d'emplois. Donc, il n'existe pas aujourd'hui des études fiables. C'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, qui ont été publiées, mais des études vraiment fiables qui ayant identifié les entreprises dans ces filières qui devront nous permettre d'identifier fondamentalement les opportunités d'investissement et de se croire définir les stratégies de promotion de ces entreprises dans ces filières. Donc, parlant toujours des contraintes là, vous voyez, aujourd'hui, je viens de le dire, et je l'ai dit en introduction, que nous observons vraiment la prépondérance du secteur informel. Donc, le secteur informel aujourd'hui gère les 2/3 du produit intérieur brut et emploie 90% des actifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ça suggère une productivité au niveau du secteur informel qui est assez haut. Donc, on observe aujourd'hui que la presque totalité des activités, par exemple, agricoles, se déroule dans l'informel. Vous savez, les commerces aujourd'hui, ça se déroule dans l'informel. Et les activités de transformation aujourd'hui, c'est l'informel. Donc, l'informel aujourd'hui occupe
quasiment les 2/3 aujourd'hui du produit intérieur brut. Ça, c'est vraiment une contrainte aussi pour nous aujourd'hui, en termes, disons, par rapport à ce qui se passe en termes d'emploi. Ouais. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les secteurs du transport, les secteurs du commerce et autres, et même les secteurs du service, c'est là où nous sommes là, tout se déroule vraiment fondamentalement aujourd'hui dans l'informel aujourd'hui au Bénin. Donc, l'informel occupe une place de choix. L'autre contrainte qu'on peut observer, nous pouvons observer aussi qu'il y a aujourd'hui une inadaptation entre la formation et les offres d'emploi exprimées par les entreprises. Nous venons de le dire un peu plus haut. Effectivement, lorsqu'on prend par exemple, autrement dit, il existe des niches d'emploi dans l'économie béninoise. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de niches d'emploi. Oui, il existe fondamentalement des niches d'emploi. Mais lorsque vous prenez par exemple les écoles et les universités, ne donnent pas cette formation appropriée par rapport pour orienter les jeunes vers ces niches d'emploi-là. À cet effet, par exemple, il importe d'orienter les formations dans les écoles et universités vers ces niches d'emploi. Vous voyez un peu, les différents acteurs aussi doivent s'accorder fondamentalement sur la structuration déficiente de l'offre de formation qui se caractérise par le faible développement de la formation professionnelle au profit des filières de formation générale à faible perspective d'emploi. Donc, c'est-à-dire un exemple, par exemple, lorsque vous prenez par exemple les étudiants, la majorité des étudiants, à peu près 80% des étudiants, se trouvent être inscrits dans les facultés d'enseignement général. Vous voyez par exemple, c'est dommage. Lorsque vous prenez la majorité des étudiants, 80% de ces étudiants s'inscrivent dans les facultés d'enseignement général, par exemple, et délaissent, disons, autre que les sciences et techniques. Et vous voyez par exemple, au-delà de ça, il y a seulement 5% qui s'inscrivent dans les sciences et techniques. Alors que normalement, la plus grande part de formation, devrait être dans les sciences et techniques parce qu'aujourd'hui, il faudrait que nous puissions nous tourner vraiment vers ça. Il faut redynamiser un peu les lycées techniques. Parce que maintenant, voilà, au moins au niveau des lycées techniques, on forme en même temps la pratique. Par contre, on sait que beaucoup de jeunes veulent la facilité, donc aller s'installer à la faculté de droit, des lettres, à sciences humaines. Voilà, et donc peut-être que l'État aussi a un rôle à jouer dans ce sens, c'est-à-dire multiplier les lycées techniques et réorienter un peu les filières et surtout, pourquoi pas amener les étudiants à mieux choisir à l'avenir. Absolument, absolument. C'est ce qu'il faut dire parce qu'aujourd'hui, vous voyez par rapport à toutes ces statistiques aujourd'hui que nous donnons, qu'il est vraiment important aujourd'hui que le problème de l'inadaptation entre la formation et les offres d'emploi se pose. Aujourd'hui, il y a les entreprises. Vous voyez par exemple combien de fois il est difficile aujourd'hui de chercher un plombier, il est difficile aujourd'hui de chercher, disons, des maçons professionnels. Et combien de fois c'est vraiment difficile de chercher des maçons qualifiés aujourd'hui. Alors que tout le monde veut aller dans les formations générales. Lorsque par exemple, vous prenez par exemple les enseignements, les facultés privées, ou bien les universités privées, ou l'enseignement privé, la plus grande partie de l'offre de formation se situe dans le domaine tertiaire, le domaine de secrétariat, comptabilité, gestion, commerce, économie et autres. Alors que normalement aujourd'hui, le pôle de développement au niveau de la jeunesse devait être un pôle de technologie, disons, et on devrait se tourner vers la technologie et l'industrie. C'est ça. Donc exactement. Vous voyez, donc alors, à peu près, ce sont des contraintes aujourd'hui auxquelles on fait face, nos jeunes. Voilà. Je l'avais dit au début de cette émission, il y a eu des déclarations qui fusent de part et d'autre de la part du gouvernement. Il y a aussi les grandes idées qui se bousculent du haut de la bouche des candidats à l'élection présidentielle. C'est la période s'y prête bien, donc tout le monde veut gailler la jeunesse, on veut aider la jeunesse une fois les élections terminées. Donc voilà, on oublie cette jeunesse-là. Alors, dites-nous un peu, alors, quelles sont aujourd'hui la perception sociale? La pression sociale donc de l'emploi. Est-ce que il faut toujours suivre ces déclarations politiques? Est-ce que les jeunes, eux aussi, ne doivent pas peut-être s'auto-gérer et savoir exactement maintenant, il faut finir un peu avec les discours et se prendre beaucoup plus en charge? Non, mais effectivement, aujourd'hui, nous jeunes, c'est justement ça, les idéaux que nous prenons aujourd'hui au niveau de la GABT. C'est qu'aujourd'hui, il n'est pas question à ce que nous puissions se comporter, comme on le dit, en relais d'information ou du moins en caisse de résonance. Parce que vous venez de le dire, aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes se mettent en caisse sont devenus des caisses de résonance où il est question de susciter des candidatures de lambda, de IS. Non, aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir. Il faudrait que nous puissions analyser les offres, disons, que les différents candidats offrent aujourd'hui en termes, disons, d'emploi, parce que vous savez, nous sommes touchés.
Et lorsqu'on prend aujourd'hui le quota, le quota électoral, 52% des jeunes votants auront moins de 35 ans à la date du 1er février 2007. Ce qui veut dire que le scrutin électoral de 2016 serait un scrutin jeune. Donc un scrutin vraiment dont les jeunes connaîtront la participation de beaucoup de jeunes. Donc il est question à ce que aujourd'hui qu'on puisse s'appesantir vraiment sur les vrais problèmes de la jeunesse. La question de l'emploi est une question cruciale, vous venez de le dire. Donc c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train, disons, de décortiquer tout ça et faire des propositions correctes, disons, aux jeunes béninois au niveau de l'Alliance ABT et justement partager la vision du président Abdoulaye Biotchane, disons, à ces jeunes-là. En ce qui concerne la perception sociale de ces jeunes-là, c'est vrai que dans la plupart aujourd'hui des pays les moins avancés, il existe un important marché de travail associé à un marché formel, réduit, où la prédominance demeure l'État. C'est l'État, dans la plupart des pays africains, tous les jeunes s'attendent de la part de l'État de l'emploi. Donc, si l'emploi est perçu au niveau sociétal, disons, comme le moyen de s'affranchir du cercle vicieux de la pauvreté, l'emploi salarié public demeure encore plus rassurant pour les jeunes primo-demandeurs d'emploi. Donc, ceci veut dire que travailler coûte que coûte dans la fonction publique aujourd'hui pour les jeunes, toute catégorie confondue de travailleurs, est devenu un mal sociologique et culturel au Bénin. Tous les jeunes veulent travailler, disons, dans la fonction publique. Tout le monde veut être en cravate. Oui, voilà, c'est la perception que nous avons. Nous tous, nous voulons travailler dans la fonction publique aujourd'hui. Et alors, c'est ça, c'est la conséquence de la bureaucratie qui est resté ancré dans nos mentalités. Parce que le système français. Tout le monde veut travailler dans les bureaux, parce qu'on sait que dans la fonction publique, c'est le fait de travailler dans les bureaux. L'emploi public est particulièrement aujourd'hui désiré au niveau des demandeurs d'emploi. Donc, lorsque vous observez que au niveau des concours de recrutement dans les fonctions publiques, ça draine tellement d'effectifs qu'on se demande même si on pourrait... Le concours de recrutement dans la fonction publique draine tellement de monde. Vous voyez, donc aujourd'hui, la perception sociale que nous avons aujourd'hui, nous tous nous voulons travailler et nous voulons aller travailler dans la fonction publique, ce qui est un peu difficile par rapport à ce qui se passe. Donc c'est un peu ça et c'est dommage parce que la fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. C'est vrai que nous allons faire des propositions dans ce sens pour recruter des jeunes ou améliorer les jeunes dans la fonction publique, mais c'est quand même une perception qui est dommage. C'est pour ça que nous proposons une réorientation des jeunes là vers, disons, l'entrepreneuriat. C'est sûr que bientôt nous allons parler vraiment des propositions du président Abdoulaye Biotchane dans ce sens-là et des propositions que nous portons justement. C'est vrai que face à la crise mondiale, monsieur Franck Passassi, de l'emploi des jeunes, les citoyens tendent effectivement à s'en remettre aux gouvernants et aux experts, en oubliant que les jeunes eux-mêmes peuvent jouer un rôle crucial en ce qui constitue parce qu'ils constituent quand même une force, ça ne faut pas se le cacher, une force puissante de changement et d'innovation. Et vous l'avez si bien dit, tout le monde ne peut pas aller travailler dans la fonction publique. L'État emploie pratiquement aujourd'hui près de 100 000 personnes sur les millions que nous considérons dans notre pays. Donc il faut réorienter un peu donc les idées et travailler beaucoup plus dans le secteur privé. Et en cela, je voulais même dire, puisque parlons de l'entrepreneuriat, puisque c'est ça qu'il s'agit. Il faut mettre les jeunes devant disons leurs responsabilités. Et on sait que l'entrepreneuriat c'est quand même bien pour les jeunes. C'est vrai qu'il y a des forces et des faiblesses, ça ne faut pas se les cacher. Mais au moins, est-ce qu'il ne faut peut-être pas quand même, disons, donner une chance et appuyer donc ces jeunes-là dans l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, vous venez de le dire en introduction que je suis un jeune entrepreneur et justement je sais bien de quoi je parle. Et aujourd'hui, au niveau des propositions que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi dans ce sens-là. Mais je peux dire que l'entrepreneuriat, il y a aussi quand même des faiblesses au niveau de l'entrepreneuriat qu'il faut relever parce que nous sommes en train de faire le diagnostic actuel pour pouvoir faire des propositions. Mais au niveau des faiblesses, il faut observer quand même que le manque d'initiative a été souvent cité, disons, comme l'une des contraintes à l'insertion des jeunes. Et explique en grande partie la préférence des jeunes pour l'emploi salarié. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne préfère plus. Nous, jeunes, nous ne préférons plus à prendre des initiatives, mais on préfère être engagé soit par la fonction publique ou soit par le secteur privé. Donc, il est reconnu que beaucoup de jeunes ne sont pas inventifs ou n'ont pas le courage suffisant pour prendre des risques et persévérer.
C'est ça qui est un problème, disons une faiblesse de l'entrepreneuriat. Cette réticence des jeunes là à se lancer dans la création d'entreprises peut être attribuée à différents facteurs. Lorsque vous prenez cette réticence, on peut dénoter plusieurs, disons, facteurs à ça. Il y a les attitudes socio-professionnelles par rapport à l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes. Donc, lorsque vous prenez la culture bureaucratique, je viens de le dire, héritée des colonisateurs, a fait développer plus d'esprit de bureaucratie que d'entreprise. Et il y a aussi l'aversion au risque, l'aversion au risque. Vous voyez, nous n'avons plus prendre de risques dans la création d'entreprises. C'est ça. Créer sa propre entreprise aujourd'hui est un investissement sur le long terme et gère des risques que les populations ne sont toujours pas prêtes à prendre. Donc, lorsque vous prenez, on crée les entreprises aujourd'hui, c'est toujours difficile pour nos jeunes de prendre des risques. Ceci dit, je l'ai dit un peu plus haut, qu'il y a le manque de formation à l'entrepreneuriat dans les programmes scolaires. Déjà, dans les programmes scolaires, il faut pouvoir installer, disons, dans des entités de formation, le système de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, au lieu d'être intégré dans les curricula de formation depuis l'entrée des apprenants en milieu scolaire, ne se fait que dans les centres supérieurs, et ce pour quelques filières, seulement. Donc, alors là, c'est délicat. Aujourd'hui, vous prenez par exemple l'entrepreneuriat, ça devait déjà par à la base. Le jeune devrait déjà avoir la culture de l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu. Ce qui fait que c'est toujours difficile parce que c'est dans les universités qu'on retrouve cela au niveau des formations. Et c'est au niveau de quelques formations seulement, quelques filières seulement qu'on retrouve cela. Il y a l'accès, disons, au financement qui est limité pour les jeunes. Les jeunes entrepreneurs, lorsque vous les prenez aujourd'hui, sont généralement sans expérience et sans caution conséquente, pour la plupart. Donc, ils sont exclus du système financier. Vous savez, moi, je suis depuis... après ma formation, lorsque j'étais rentré, c'était difficile pour moi de pouvoir démarrer mon activité, disons, dans le domaine de l'énergie. Mais ça a été difficile parce que à un moment donné, lorsque tu n'as pas le courage et tu n'as pas le financement, c'est toujours difficile. Donc, c'est quelques faiblesses. Il y a quelques faiblesses qu'on retrouve aujourd'hui. Nous avons hérité de la bureaucratie et c'est toujours difficile aujourd'hui pour jeunes. C'est ancré dans nos têtes et dans nos mœurs que toujours nous voulons travailler dans la fonction publique ou nous voulons travailler dans le bureau. C'est qui est tout à fait normal parce que quand même, vous travaillez pour l'État. Et nous n'aimons pas prendre de risques aujourd'hui en termes de création d'entreprise. On n'aime pas prendre de risques ou on n'aime pas persévérer. Et puis, l'autre chose, c'est que nous sommes délaissés à nous-mêmes en termes, disons, de formation. Vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir créer une entreprise, on se lève, on crée une entreprise, alors que normalement, il y a un coaching derrière où l'État doit mettre à notre disposition, disons, des formations adéquates, et même où nous devons quand même avoir déjà à la base, disons, dès le primaire même, ou carrément quand vous créez une entreprise, l'État est toujours derrière vous pour les impôts, voilà, les fiscs, et puis ça freine un peu les élans. Et le problème majeur, c'est le problème aussi de l'accès au financement, qui est un problème difficile. Le gouvernement Boni Yayi, il faut le reconnaître, ne cesse de marquer son souci constant de remédier justement au problème du chômage qui mine notre pays. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites sous le président Boni Yayi, mais également, beaucoup de gens critiquent également que le taux de chômage ne cesse de grimper. Alors donc, c'est un peu paradoxal. Alors dites-nous, vous qui êtes dans ce pays depuis quelques années, puisque vous avez étudié au Canada, ça ne faut pas se le cacher, vous êtes revenu au pays, vous avez fait déjà quand même quelques années dans le pays. Alors, sous le président Boni Yayi, quel est l'état des lieux au niveau donc des mesures déjà prises par le gouvernement Boni? Est-ce que vous pensez qu'ils sont sur la bonne voie? Plusieurs mesures ont été prises, merci pour la question, parce que c'est maintenant que nous sommes en train de rentrer il faut réagir du sujet. Et plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des jeunes au Bénin. Et là, il s'agit par exemple, si je dois rappeler un peu quelques mesures, il s'agit dans un premier temps du programme d'appui à l'emploi salarié qui ne constitue pas forcément un moyen d'insertion efficace des jeunes sur le marché du travail. Vous voyez, il y a plusieurs mesures. Je vais citer juste quelques mesures. Après ça, nous allons tirer des conséquences par rapport à cela. Et parce que nous observons, il y a un constat évident. Vous venez de le dire au départ de l'émission que la question des jeunes reste encore, la question du chômage des jeunes reste encore une question dont l'appétit, nous avons toujours l'appétit. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on prend le programme d'appui à l'emploi salarié,
il y a le programme d'appui à l'emploi salarié. On peut citer le programme de l'évaluation du programme d'appui à l'emploi indépendant. Que le gouvernement, ça c'est le programme que le gouvernement même a eu à mettre sur pied. Et il y a le renforcement des capacités des demandeurs d'emploi. Donc ça c'est un autre programme. Il y a un autre programme qui est un programme d'appui aux jeunes et aux PME, qui est un programme PJP-PME. Et il y a le programme de la diversification agricole par la valorisation des vallées. Si je cite tous ces programmes, c'est pour qu'on puisse faire un bilan après de tous ces programmes, parce que lorsqu'on note, il faut dénoter vraiment tous ces programmes-là. Il y a le programme de volontariat national qui a été lancé même récemment depuis, et puis bon, je pense qui a été renouvelé. Et, vous voyez, il y a des programmes gérés par le FNPEJ et le FNN, vous voyez un peu. Lorsque vous prenez tous ces programmes, l'évaluation de ces différents programmes publics en faveur de l'emploi a permis de mettre en exergue des problématiques ou des problèmes suivants. Vous voyez. Dans un premier temps, il y a l'inadaptation entre la qualité des ressources humaines et les besoins des entreprises. Ça, c'est de façon générale. Moi, c'est mon observation à moi. Lorsque j'analyse tous ces programmes que le gouvernement a eu à mettre sur pied, c'est qu'on note fondamentalement une inadaptation entre la qualité des ressources humaines et les besoins des entreprises. Ça, c'est un. Deux, il faut noter un mauvais ciblage des bénéficiaires des initiatives privées, publiques, des initiatives publiques, qui ne garantit pas la motivation de ces derniers. Nous venons de dire qu'au niveau des jeunes, le premier niveau de degré de l'entrepreneuriat, c'est la motivation, c'est le risque, c'est le fait de prendre des risques. Et il y a un mauvais ciblage des bénéficiaires, là, de ces bénéficiaires des initiatives publiques qui ne garantit vraiment pas la motivation de ces derniers. 3. Il faut observer une mauvaise qualité des documents de projets soumis par les jeunes, caractérisée par une sous-évaluation du coût des projets ou une absence approfondie d'études de marché. Vous voyez un peu. C'est toujours difficile aujourd'hui pour nous jeunes de savoir, parce que lorsque vous voulez faire un projet, il faut estimer le projet en termes de coût. Il faut estimer le projet en termes, disons, de revenus. Il faut estimer. C'est tout difficile de pouvoir estimer. Il y a ce problème-là. Donc, outre ces 3 niveaux, il faut observer 4e niveau de problème que tous ces programmes, on observe. Il y a la substitution de l'État au secteur privé dans la mise en place des crédits. C'est vrai qu'au niveau des FNPEJ, il y a un effort qui a été fait dans ce sens, mais toujours est-il qu'on note toujours l'implication de l'État, disons, dans la substitution de l'État au secteur privé, dans la mise en place de ces crédits-là. 5. On observe une insuffisance de suivi, de coaching des jeunes bénéficiaires de ces crédits. Parce que vous voyez, la majorité de ces jeunes qui prennent ces crédits après disparaissent, ou du moins, d'ailleurs, même d'aucuns a eu à le dire. Et vous les voyez acheter des voitures, des grosses voitures, et après, avec les crédits qui sont reçus. 6. Vous voyez que ces jeunes, et on note une évolution des jeunes en solitaire et non en s'associant, ce qui ne permet pas de bénéficier des atouts de groupe. C'est très important. Lorsque vous vous mettez en groupe, c'est toujours important d'avoir des visions, c'est toujours important d'avoir des idées. Chaque jeune décide de créer des sociétés uninominales. Vous allez les voir, et ils créent des sociétés uninominales au lieu de s'associer et créer des groupes ou créer des sociétés qui ont beaucoup d'associés et qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir partager des idées, des perspectives, partager des expériences. 7. Nous notons aussi une absence d'évaluation en mi-parcours de ces initiatives publiques. Une fois que le crédit est accordé, une fois que l'État rentre en jeu, c'est toujours difficile, le jeune s'en va dans la nature et après, il n'y a plus une évaluation à mi-parcours, disons, de ces initiatives publiques. 8. Il faut noter aussi le problème de capacité des structures en charge de l'emploi qui n'arrivent pas à satisfaire qu'une proportion infime de la demande. L'offre est plus importante, la demande est plus importante aujourd'hui que l'offre. Et il faut élargir les structures étatiques par rapport à cela pour pouvoir satisfaire la demande aujourd'hui exprimée par
les jeunes demandeurs d'emploi. Mais pourtant, tout est rose pour le gouvernement en matière de FNPEJ, parce que voilà, on dit que c'est positif. Il reste deux problèmes que j'ai eu à identifier encore. Il y a le problème de la dispersion des initiatives en faveur de l'emploi, parfois adressées aux mêmes cibles dans plusieurs ministères, ce qui crée un véritable manque de visibilité sur les résultats obtenus. Ça veut dire que vous voyez un peu, il y a FNPEJ, il y a FNN, il y a tel, au niveau des thèmes ministères, il y a le programme de volontariat. Donc, en gros, il y a tellement de programmes qu'on n'arrive pas à concentrer, disons, le programme sur, disons, et il y a la disparition de ces initiatives-là. Les jeunes sont embrouillés, parce que tantôt on lance tel programme ici, tantôt on lance tel programme ici, on lance tel programme ici, et les jeunes sont embrouillés au lieu de reconcentrer les programmes suivant un certain centre d'intérêt qui permet aux jeunes de savoir exactement, d'avoir l'information précise. Il y a cette dispersion-là aussi de ces initiatives-là. Et puis en dernière position, comme problème que moi j'ai relevé, il y a la difficulté d'accès au foncier pour la mise en place, par exemple, mise en œuvre, par exemple, des projets agricoles. C'est toujours difficile aujourd'hui. Pour un jeune, lorsque tu veux te mettre, par exemple, pour les projets, parce que la plupart, lorsque vous prenez le gouvernement, au niveau des pôles, aujourd'hui, lorsque tu prends le FNPEJ, le projet, par exemple, des vallées, où le FNPEJ a financé beaucoup de projets, disons, dans le domaine agricole. Mais aujourd'hui, les jeunes ont ce problème-là d'accès au foncier. Donc, en gros, oui, le gouvernement a eu à faire beaucoup, ou bien il a eu à mettre en place beaucoup de projets dans le domaine des jeunes, mais il y a eu quand même beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et c'est derrière ça qui fait que on se retrouve toujours dans la solution de la situation. Et pourtant, ce sont des jeunes qui dirigent comme ces projets-là. C'est des jeunes. Si c'était quand même des vieux, des personnes âgées, on allait dire encore, ils sont là. Maintenant, des jeunes qui sont là, maintenant, il faut encore parler des problèmes, alors qu'ils ont des budgets autonomes. C'est un problème aussi au niveau de la jeunesse. Il y a un problème de la jeunesse. Le problème, c'est la vision politique, le cadrage politique, disons, de la problématique des jeunes. Vous savez, le gouvernement a défini l'agenda, un programme, lorsque vous prenez la politique nationale des jeunes, la politique nationale de l'emploi, de 2012 à 2016, il est mentionné clairement par rapport à cela. Au niveau il y a eu beaucoup d'insuffisances. C'est sûr qu'il faut une vision par rapport à cela. Et c'est la vision politique qui prime sur la vision aujourd'hui au niveau des jeunes. C'est vrai que lorsque vous prenez les structures comme FNPEJ, FNN ou les différents programmes que je viens, disons, d'énumérer, c'est toujours difficile aujourd'hui s'il n'y a pas déjà une vision par rapport à cela. Et c'est justement ça aujourd'hui que nous allons parler. Parce qu'il y a le président Abdoulaye Biotchane aujourd'hui propose beaucoup de choses. Justement, à l'approche de la présidentielle de 2016, c'est les lances d'Élie, les grandes idées se bousculent donc dans la bouche des candidats. Votre leader, Abdoulaye Biotchane, justement, qui probablement sera candidat à la présidentielle de 2016, a une vision et des stratégies pour le développement de l'emploi. Est-ce que la question, vous l'avez dit, oui, sans doute, de la question de l'emploi des jeunes est pour lui une priorité? Vous allez me dire oui, ça c'est clair. Non, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui, mais je vous dirai oui en vous donnant un exemple. Voilà. Vous savez, lorsque le président Abdoulaye Biotchane était à la BOAD, l'une de ses priorités, c'était de rajeunir le personnel de la BOAD. Ça a été fait. Ça a été fait et beaucoup de jeunes aujourd'hui peuvent témoigner que lorsqu'il est arrivé à la BOAD, aussitôt il a rajeuni le personnel, disons, de la BOAD. Beaucoup de jeunes béninois ont eu le mérite de travailler à ses côtés étant jeunes. Ce n'est pas par rapport, parce qu'ils étaient jeunes, par rapport au mérite, par rapport à leur formation. C'est quelqu'un quand même qui, aujourd'hui, a à cœur les questions de la jeunesse. Pour le président Abdoulaye Biotchane, la question du chômage des jeunes est considérée comme une fatalité, et considérée comme une fatalité, est devenue une véritable bombe à retardement et a atteint un niveau jamais égalé auquel nos gouvernements assiste impuissamment en spectateur de ballet macabre. Donc, la question des jeunes aujourd'hui, du chômage des jeunes, est une question de priorité nationale. Et pourtant, il avait participé au gouvernement de Mathieu Kérékou pendant 5 ans. Il a participé au gouvernement de Mathieu Kérékou pendant 5 ans. Il était ministre des Finances. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Vous savez ce qu'il a fait. Il a quand même aujourd'hui, il a fait beaucoup de prouesses lorsqu'il était ministre des Finances. Vous savez, lorsqu'il était venu, c'est quelqu'un qui a assaini beaucoup les finances de l'État. Et il est parti il est parti du ministère quand même avec un surplus, disons, laissant un surplus de près de 100 milliards. Ce qui fait un surplus de 100 milliards aujourd'hui à l'État béninois lorsqu'il est parti à l'époque. Et c'est quelqu'un qui est parti, il n'a pas été limogeé, il n'a pas démissionné, il a été promu.
directeur Afrique de FMI. Donc, vous savez, c'est quelqu'un dans sa politique aujourd'hui au niveau des jeunes qui a quand même établi beaucoup de diagnostics. Lorsque vous prenez au niveau de ces contraintes-là que nous avons énumérées, lorsque vous considérez l'analyse en termes de création d'emplois par rapport à ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, mais vous savez, il y a des défis. Et c'est justement ces défis-là que le président Abdoulaye Biotchane se propose de relever. Il y a d'énormes défis que le président Abdoulaye Biotchane se propose aujourd'hui de relever ces défis-là pour placer notre pays dans le cercle vertueux de création d'emplois décents et durables pour réduire de façon significative la pauvreté. Par exemple, au nombre de ces défis, je vais vous en citer quelques-uns de ces défis. Oui. Au nombre de ces défis, le président Abdoulaye Biotchane se propose d'améliorer le climat des affaires. Oui. Je venais de le dire que nous avons eu un problème aujourd'hui du climat des affaires. Oui. Vous savez, c'est pour ça qu'on en est là. Hein, et que vous voyez beaucoup, je ne veux pas parler, mais vous voyez le climat politique aujourd'hui où les hommes d'affaires aujourd'hui veulent aussi venir. Donc, c'est parce qu'il y a entre-temps une dégradation du climat d'affaires. Le président Abdoulaye Biotchane, au niveau des défis, se propose dans un premier temps d'améliorer le climat d'affaires en facilitant la création des entreprises et en allégeant les coûts et les délais de formalité. C'est vrai que ça a été fait, mais lui, il se propose de plus renforcer cela par rapport à ce qui a été fait. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Mais justement, c'est parce que je vous ai donné des faits palpables. C'est un monsieur, je vous ai dit, je vous ai donné, lorsqu'il était ministre des Finances, lorsqu'il était venu ministre des Finances, vous savez ce qu'il a eu à faire. Il a eu à assainir les finances publiques. Aujourd'hui, il a eu à faire beaucoup de choses lorsqu'il était ministre des Finances. Et l'autre chose aussi, au niveau des FMI, il a eu à travailler avec beaucoup de pays. Les pays comme le Kenya, aujourd'hui, il est à base de l'aide émergente. Les pays comme disons, le Nigeria, l'Afrique du Sud, il a eu beaucoup à travailler avec ces pays parce qu'il avait plus de 44 pays africains qu'il conseillait, qu'il coachait. Donc c'est quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle. Et je vous ai donné un exemple palpable, un exemple pratique, que aussitôt lorsqu'il est venu à la BOAD, il a mis en place une politique, disons, d'emploi de ces jeunes, une politique de rajeunissement du personnel, disons, de la jeunesse. Est-ce qu'on a besoin d'être au pouvoir pour le faire? Parce qu'il pourrait quand même donner ces idées-là au gouvernement en place, au Bouniaï, pour réorienter un peu les choses. Est-ce qu'on a besoin forcément d'être au pouvoir pour mettre en œuvre ce projet de société? D'ailleurs, c'est pour ça que qu'après 2011, il a créé un cabinet qui s'appelle Alindaou. Et c'est au niveau de ce cabinet qu'il conseille les pays africains, qu'il conseille les entreprises publiques, qu'il conseille les entreprises privées. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le quotidien. C'est un entrepreneur, dans le quotidien. Et ça, la création de la richesse, la création de l'emploi des jeunes, et qui sait exactement ce qu'il dit. Donc, au niveau de cette diagnostic que nous venons de faire, c'est vrai que nous venons de faire des diagnostics, nous venons d'énumérer, disons, des contraintes. Donc, il s'agit aujourd'hui des défis. Il a trouvé, pour le président Abdoulaye Biotchane, il y a des défis que nous devrons relever. Et c'est justement ces défis-là que je suis en train d'énumérer. Oui, allez-y. Au niveau de ces défis, il y a l'amélioration du climat d'affaires. L'amélioration du climat d'affaires. Il y a, il se propose, par exemple, au niveau des classements, d'adopter les politiques nécessaires pour améliorer le climat des affaires au Bénin, dans tous ces aspects, de sorte à faire passer le pays dans les 75 meilleurs au monde, dans le top 10 en Afrique. Top 10? C'est un défi, oui, le top 10. C'est pas... Non, mais lorsque vous prenez dans un pays qui n'a aucune ressource, même le coton qui est là est chancelant. Lorsque vous prenez les pays comme le Rwanda, on n'a pas de pétrole, lorsque vous prenez les pays comme le Rwanda, c'est quelqu'un qui a eu à conseiller les pays comme le Rwanda. Mais vous savez aujourd'hui, le Rwanda est dans les top 10 aujourd'hui en Afrique. Donc il sait de quoi il parle aujourd'hui. Mais la béninoiserie l'autre défi, permettez-moi de... Allez, je vous laisse conclure. Permettez-moi d'être structuré dans les défis pour permettre aux auditeurs de suivre les défis du président Abdoulaye Biotchane. Donc, il y a l'amélioration du climat d'affaires. Il se propose de faire connaître les opportunités d'affaires existantes. Lorsque vous ne connaissez pas les opportunités d'affaires existantes, c'est toujours difficile pour nous. Il se propose de faciliter les échanges commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la base aujourd'hui de ce qu'on vit. Et faire disparaître ce qui est important, faire disparaître progressivement le secteur informel au profit du secteur formel. En étudiant les possibilités d'une modernisation progressive et non frustrante du secteur informel. Ça veut dire aujourd'hui, je vous ai dit que le secteur informel occupe une part importante dans l'économie béninoise et puis même dans le marché du travail béninois. Et il faut, l'un des défis, c'est de transformer le secteur informel en secteur formel
pour permettre quand même la création d'emplois efficients et durables. Donc c'est quelqu'un qui se propose de faire disparaître ce secteur, mais suivant des bases consensuelles pour ne pas frustrer aussi aujourd'hui ceux qui sont dans le secteur, disons, informel. Et au niveau de la jeunesse, il se propose de renforcer l'apprentissage de ces jeunes-là et faciliter l'accès au crédit pour l'entrepreneuriat et les accompagner d'un contrôle de suivi régulier. Je vous ai dit tout à l'heure que les problèmes de l'entrepreneuriat, c'est la formation des jeunes, l'accès au crédit et l'accompagnement surtout parce qu'on laisse ces jeunes-là. Nous proposons, le président Abdoulaye Biachane se propose de renforcer, disons, l'entrepreneuriat, l'apprentissage de ces jeunes, faciliter l'accès au crédit pour l'entrepreneuriat et les accompagner d'un contrôle et d'un suivi régulier. Nous allons favoriser aussi les investissements dans le secteur privé parce que, vous savez, le secteur public étant en difficulté pour recruter, il faut quand même booster le secteur privé pour recruter. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser l'investissement dans le secteur privé. C'est ça. Et transformer, créer et valoriser le secteur de la microassurance, par exemple, et renforcer l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu au niveau de ces mesures-là. Donc, en gros, le président Abdoulaye Biachane se propose au niveau des défis, d'abord, d'une part, à côté les jeunes, au niveau, disons, de l'entrepreneuriat. Et après ça, il se propose, au-delà de l'entrepreneuriat, à favoriser les investissements dans le secteur privé et aujourd'hui améliorer le secteur public pour le recrutement des jeunes dans la fonction publique. Tout à l'heure, vous avez évoqué, bien sûr, que le président Boni Abdoulaye Biachane aime son pays, voilà, il fait beaucoup de choses pour la jeunesse. Mais vous savez, quand on arrive au pouvoir, c'est pas toujours facile donc de gérer tout ce beau monde-là. Il y a des pressions, des groupes de pression et autres. Est-ce que cette déclaration, tout ce que vous avez énuméré, est-ce que vous êtes sûr? Parce que le président Boni nous a habitués également, avant son arrivée au pouvoir, les mêmes choses, on a dit pratiquement les mêmes choses, mais arrivé au pouvoir, on a vu ce qui a été. Donc, aujourd'hui, la jeunesse a peur de ces discours des hommes politiques. Vous qui êtes jeune, vous êtes proche, bien sûr, de Abdoulaye Biachane. Je ne dis pas qu'il ne le fera pas, mais c'est vrai que, est-ce qu'il faut toujours croire à ces discours politiques? Non, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, avant de parler des défis. Vous savez, le diagnostic est simple. Il faut connaître, lorsque tu vas chez un docteur, un médecin, il faut que le médecin puisse connaître d'abord le mal dont tu souffres avant de te diagnostiquer. Tout à fait. Tout ce que nous avons fait, c'est de savoir aujourd'hui le mal dont le Béninois, nous jeunes Béninois, nous souffrons. Le président Abdoulaye Biachane, par l'exercice, lorsque vous prenez son parcours, que ce soit au ministère des Finances, que ce soit à la BOAD, que ce soit au FMI, où il a conseillé plus de 44 pays, je dis bien plus de 44 pays africains, disons, dans cette politique-là d'emploi de jeunes, aujourd'hui, qu'il continue à travers son cabinet à Lindaou, de conseiller des entreprises publiques et privées, vous voyez un peu, à travers la création de la richesse et la création d'emplois. C'est quelqu'un qui, dans son quotidien, sait de quoi il parle. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme un médecin aujourd'hui qui sait exactement de quel mal nous, jeunes, nous souffrons. Donc, il faudrait d'abord savoir de quel mal tu souffres avant de pouvoir diagnostiquer. Donc, il est vraiment dans son rôle, le président Abdoulaye Biachane aujourd'hui, en diagnostiquant cela. Et lorsqu'il avance ces défis-là, ou lorsqu'il propose ces défis-là à relever pour nous, c'est parce qu'il sait exactement le mal dont nous, jeunes Béninois, ou bien le mal dont l'emploi jeune Béninois souffre. C'est d'ailleurs par rapport à cela. Donc, je peux garantir aux jeunes Béninois qui nous écoutent que moi, étant proche du président Abdoulaye Biachane aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons aujourd'hui se mettre dans la rue, se mettre à la télé pour dire que nous soutenons sa candidature telle. C'est parce que, d'abord, c'est quelqu'un qui est un homme qui est très pondéré, c'est quelqu'un qui est un homme très structuré, c'est quelqu'un qui est un homme qui sait exactement de quel mal nous souffrons en termes d'emploi. Et qui a eu plusieurs, c'est quand même une valeur sûre pour nous en Afrique. Lorsque vous prenez, au-delà du Bénin, le président Abdoulaye Biachane a une dimension internationale. C'est quelqu'un, au-delà de sa dimension, une dimension internationale, régionale, et qui a beaucoup, je dis bien, beaucoup œuvré, conseille beaucoup de pays. Lorsque vous prenez les pays comme le Kenya aujourd'hui, les pays comme le Rwanda aujourd'hui, les pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui, qui aujourd'hui ont des taux de croissance qui ont évolué. Et je dis bien, même je peux dire la Côte d'Ivoire,
La Côte d'Ivoire, tout proche aujourd'hui, le président Abdoulaye Biotchane a eu à intervenir, a eu à faire beaucoup de choses. Et pourquoi pas notre pays, le Bénin? Parce que c'est sûr qu'il se propose, et c'est d'ailleurs par rapport à cela que nous sommes là. Ouais. Parce que le mal, il sait exactement le mal dont nous souffrons. Et c'est pour ça qu'il se propose en tant que médecin de nous assurer cela, nos jeunes, de toucher vraiment au problème des jeunes. Donc, tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait. Et vous savez, c'est quelqu'un aujourd'hui dans ton mandat qui dit, moi, en termes d'objectifs, parce que lorsque vous établissez des défis, il faut avoir des objectifs. Et en termes d'objectifs, il se propose d'avoir sur son quinquennat près de 500 000 emplois. Ce n'est pas les 500 000 emplois, ce n'est pas dit seulement au hasard. Vous savez, chaque année, il y a 100 000 étudiants. 100 000 étudiants qui sortent avec 100 000 nouveaux diplômés, je vais dire, qui sortent des universités. Et c'est toujours difficile de pouvoir absorber tout cela. Et c'est pour ça qu'il dit pour le quinquennat, je me propose au moins d'absorber au moins 100 000 personnes. De créer au moins 100 000. Non. On a habité aussi avec les 20 000 emplois. C'est ce que je disais. Je disais que lorsque tu es un médecin et tu ne connais pas le mal dont ton patient souffre, tu vas mal diagnostiquer. C'est ça. Le président Abdoulaye Biotchane sait exactement, il est conscient exactement, il sait exactement le mal dont nous, jeunes béninois, ou du moins la politique de l'emploi béninois, parce que c'est quelqu'un qui est au quotidien de ça. À travers d'abord, je dis bien, c'est son expertise au niveau des conseils des pays africains, parce que c'est quelqu'un qui conseille beaucoup de pays africains, et à travers son cabinet, il conseille beaucoup d'entreprises publiques ou privées à travers son cabinet. Et l'autre chose, lorsqu'on l'a vu à l'œuvre, c'est ce qu'il disait lorsqu'il était au ministère des Finances, ou lorsqu'il était à la BOAD, ou je viens de dire que lorsqu'il était à la BOAD, sa priorité était de rajeunir le personnel de la BOAD. Et je l'ai dit lorsqu'il était au FMI, qu'il conseillait plus de 44 pays. Et j'ai donné des exemples palpables aujourd'hui du monsieur qui dit que ce monsieur, aujourd'hui, c'est un monsieur qui a une dimension internationale, nationale et régionale, et qui aussi a comme le dit, des relations. Donc, dit que créer 500 000 emplois, ce n'est pas dit au hasard. Ce n'est pas de l'utopie. Non, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas du hasard. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a 100 000, chaque année, plus de 100 000 jeunes qui sortent des universités, que nous nous proposons de créer 500 000 emplois sur les quinquennats pour pouvoir absorber ces jeunes-là. Et à travers cela, il y a des objectifs spécifiques. Hein. C'est sûr que ne va pas. Allez-y vite, puisqu'on ne sont tenus par le temps. Oui, allez-y. Au niveau de ces objectifs spécifiques, par exemple, il y a la création des emplois au niveau de la fonction publique, je viens de le dire, la création des emplois au niveau des collectivités locales, vous voyez, ou auto-emploi dans l'agriculture, dans la pêche, l'artisanat, les services de base, l'industrie à développer dans les nouveaux secteurs. Et il y a le soutien à l'entrepreneuriat jeune, nous avons parlé de ça longuement. Il y a la stimulation de l'emploi, la stimulation de l'emploi salarié, parce que c'est un acquis aujourd'hui, même si tous les jeunes veulent être employés salariés, il faut quand même améliorer cela pour garder déjà cet acquis-là. Il y a l'amélioration et l'adéquation l'amélioration de l'adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Après ça, il y a l'amélioration de la transparence du marché de l'emploi. Vous savez, pour pouvoir aujourd'hui avoir un poste quelque part, il faut être bien placé ou il faut avoir des bras longs quelque part. Donc, il faut améliorer la transparence du marché de l'emploi. C'est quelqu'un qui se propose pour Abdoulaye Biotchane, il n'y aura pas de bras longs. Mais c'est quelqu'un qui est transparent, qui a cette démarche. Pour Abdoulaye Biotchane, c'est le mérite. C'est quelqu'un aujourd'hui, c'est le mérite. Tu es qualifié pour ça, c'est des mérites. Donc, c'est quelqu'un qui fonctionne par rapport à cela. Donc, dit au hasard, je vais créer 500 000 emplois sur mon quinquennat. Ce n'est pas de l'utopie. Et je tiens à dire aux jeunes que non, c'est quelqu'un qui sait, c'est un médecin qui sait de quoi il parle. Exactement. Oui, comme on le voit, cette jeunesse en quête perpétuelle d'un avenir meilleur se heurte à un certain nombre de réalités qui leur font perdre espoir. Alors, dites-nous, monsieur Franck Passassi, vous êtes donc le porte-parole de la jeunesse habitée, quels sont les axes d'intervention et de pôle porteur d'emploi? Notre jeunesse doit quand même retrouver le sourire. Il ne faut pas se le cacher. Merci. Nous avons parlé, disons, des objectifs du président Abdoulaye Biotchane qui se définit. Aujourd'hui, vous savez, pour le président Abdoulaye Biotchane, il faut définir des pôles qui seront des points d'entrée de définition des mesures, je dis bien idoines pour la promotion de l'emploi, qui permettent par exemple la focalisation des initiatives. Parce que je venais de dire que nous avons tendance à aller dans plusieurs sens. Il faut focaliser les initiatives à travers des pôles d'intervention. Vous voyez? Et ça serait une réponse
au problème de l'emploi des jeunes et cela va nous permettre de soutenir l'activité économique et de créer des opportunités et d'insertion de ces jeunes-là sur le marché du travail. C'est ça. À cet égard, Oui. l'ambition du président Abdoulaye Biotchane serait d'opérer un changement dans les initiatives de promotion de l'emploi à travers un meilleur ciblage. Dans un premier temps, une meilleure orientation des ressources. Dans un second temps, vers des secteurs intégrés et à fort potentiel d'emploi. Donc, pour cela, le président Abdoulaye Biotchane se propose de lever les obstacles de développement, de l'entrepreneuriat et offrir un accompagnement technique et financier aux créateurs d'entreprises. C'est ça. Donc, c'est dans ce sens que les interventions de l'État seront réorientées en faveur de la mise en place des conditions favorables à la création de l'emploi, et à l'exercice d'activités privées et du renforcement des capacités de porteurs de projets visant à rendre plus autonome la création d'emplois et gérer les solutions. Donc, une solution, par exemple, serait de trouver à la question centrale, celle de savoir comment les actifs issus de l'apprentissage ou de la formation technique professionnelle s'insèrent durablement dans le tissu économique national. Donc, en gros, le président Abdoulaye Biotchane se propose, disons, de définir des pôles pour permettre un meilleur ciblage. Comme le dit, il ne faut pas aller dans toutes les directions possibles. Il faut faire des ciblages et investir pour pouvoir impacter et trouver, disons, des résultats. Et dans ce sens, il y a des obstacles qu'il faut lever. Des obstacles, par exemple, au développement de l'entrepreneuriat qu'il faut lever. Il faut offrir un accompagnement technique et financier aux créateurs d'entreprises. Il faut aussi que l'État puisse se réorienter en faveur de la mise en place des conditions favorables à la création de l'entreprise et aussi dans le secteur privé. Donc, en gros, voilà un peu quelques axes, disons, d'intervention rapidement que le président Abdoulaye Biotchane se propose. Donc, c'est pour dire encore aux auditeurs, aux jeunes qui nous écoutent, que ce n'est pas que nous sommes là en tant que jeunes et qu'on vante, on est en train de vanter les qualités du président Abdoulaye Biotchane par rapport à tel. Ce n'est pas de l'utopie non plus, mais c'est parce qu'au-delà de tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle. Et c'est plus important aujourd'hui pour nous d'aller vers quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle en termes de création d'emploi, en termes de création d'emploi. Et c'est son quotidien. Je dis bien, c'est son quotidien. Tous les jours, il le fait et il est dans ça. Donc, il sait exactement de quoi il parle en créant cela. Et par rapport à son passé, et il est aujourd'hui ancré vraiment vers ça. Et la question de la jeunesse demeure une question de priorité pour lui, une question de sécurité nationale. C'est comme on le dit. Voilà. Il est 10h01 dans les studios de Océan FM. Nous allons prendre 5 minutes seulement pour voir un peu l'actualité nationale et internationale. L'international, vous savez, il y a eu cet attentat du côté de Paris, la capitale française. C'est vrai que vous avez on a des parents là-bas. Comme le dirait l'autre, c'est la deuxième partie puisqu'ils sont colonisés par la France. Alors, quand vous voyez un peu cet attentat du côté de Paris, qu'est-ce que ça vous fait? Mais vous savez, c'est vraiment dommage aujourd'hui que le monde, je dis bien le monde, vit vraiment tous ces stress, parce qu'on peut qualifier de stress. J'ai vu les images ce matin, hier, c'était vraiment dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, il importe. Et la question qui se pose, c'est la question de la sécurisation de nos frontières qui importe aujourd'hui. Mais nous avons nos frontières qui sont ouvertes. Non, mais vous savez très bien, dans la question, là, si on ramène au-delà, disons, de l'affection ou de ce qu'on porte aujourd'hui par rapport au peuple, pour le peuple français, c'est-à-dire, au Bénin aujourd'hui, on doit se poser la question sur la sécurisation de nos frontières, vous savez. Et c'est une question qui est chère au président Abdoulaye Biotchane, qui d'ailleurs... Vous ramenez tout au président Biotchane. Non, justement, parce que nous y sommes, en fait. Non, je vous comprends, vous êtes porte-parole de la jeunesse, allez-y. Non, c'est une question qui est une question importante de la sécurité des Béninois et Béninoises. Et vous savez, nous, dans notre devise, c'est vraiment vivre en sécurité. Et le président Abdoulaye Biotchane a eu à proposer longuement aux Béninois. Mais je peux dire que la sécurisation de nos frontières doit beaucoup nous inquiéter aussi au-delà de ça, parce qu'il faudrait qu'on tire exemple de ça. Vous savez, nous avons souvent des braquages, et les gens viennent souvent des pays voisins au pays béninois, en fait, viennent des pays voisins du Bénin. Donc, il faut qu'on puisse voir fondamentalement ce qu'il faut faire dans ce sens-là et améliorer plus la sécurité de nos frontières, sécuriser plus nos frontières et sécuriser plus les citoyens
du Bénin. Vous avez suivi également l'incendie d'Antokpa avec l'essence Bayor. D'aucuns disent maintenant qu'il faut finir avec ce commerce d'essence frélatée. Est-ce que vous partagez cet avis des auditeurs, des populations parce que tout à l'heure vous avez parlé donc de certains informels. Est-ce qu'on peut supprimer effectivement ce commerce? Mais justement, c'est pour ça que nous sommes là. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est le secteur informel, le secteur Bayor, demain, aujourd'hui, nous tous, nous vivons cela. Mais je pense qu'il y a des risques. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous proposons, je ne veux pas dire encore le président pour que vous puissiez dire que, bon, on en parle, mais c'est pour ça que nous proposons aujourd'hui, et sur la base de consensus, de discuter avec tous les acteurs du secteur informel pour trouver une solution consensuelle. Parce que oui, effectivement, ceux qui vendent le Bayor aujourd'hui sont exposés à beaucoup de situations. Ils sont exposés à des risques. Donc, ceux-là, aujourd'hui, il faut discuter avec eux pour trouver également les moyens nécessaires ou trouver également les ciblages nécessaires pour les réorienter autrement. Donc, c'est dans ce sens que oui, il faut réorienter cela, passer de l'informel au secteur formel pour permettre à tout le monde de se mettre dans les conditions nécessaires. Voilà, à quand la candidature du président Blaise Biachané? Je peux vous dire que d'ici la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Je sais que nous sommes en campagne et beaucoup de choses. Je pense que le président Blaise Biachané est sur le terrain. Et il était sur le terrain hier, il serait sur le terrain aujourd'hui, il serait sur le terrain demain. C'est quelqu'un qui aujourd'hui parcourt tout le Bénin. Donc, sa candidature. Vous serez en alliance avec d'autres partis politiques? Justement, on discute avec d'autres partis politiques. C'est sûr qu'on discute avec d'autres partis politiques. Et nous sommes une alliance de partis politiques d'ailleurs. Tout à fait, oui. Donc, il y aura d'autres partis qui vont peut-être se sûrement, oui. Sûrement, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des partis qui partagent les idéaux du président Blaise Biachané et qui vont continuer. Il y a d'autres qui vont venir partager les idéaux avec nous. Vous n'avez pas peur donc de la pléthore candidatures? Ils sont tellement nombreux. Vous n'avez pas peur de faire un peu... non, nous sommes sur le terrain depuis 2011, vous savez. C'est depuis 2011 qu'on est sur le terrain. Et je peux vous dire qu'à date d'aujourd'hui, ça fait plus de 67 communes que le président Blaise Biachané a. Sur les 77, il a 50 communes. Donc voilà. Donc nous avons parcouru depuis nous sommes implantés partout au Bénin. Donc depuis 2011, on est sur le terrain, on travaille. Donc il n'est pas question à ce qu'on puisse avoir peur. Nous avons des propositions que je juge que c'est des propositions correctes. Et nous avons disons un candidat quand même, qui est un candidat aujourd'hui que vous connaissez, nous tous, nous connaissons ses mérites, donc je ne pense pas qu'on doit avoir peur, non. L'essentiel aujourd'hui, c'est par rapport à l'offre politique que les candidats proposent. Et c'est ce que moi je vais dire aux jeunes, c'est-à-dire tout dépend de l'offre politique que les candidats proposent aujourd'hui. Il faudrait que nous ne nous trompons pas de combat, justement. Bon, nous allons finir la petite question par la fermeture du quotidien Le Matinal. Vous êtes jeune, c'est des jeunes qui travaillent dans cette entreprise. Est-ce que vous mesurez un peu la portée donc, de cette fermeture et la RAC qui unilatéralement a fermé donc, cette entreprise? Comment vous réagissez par rapport à ça? Parce que ce n'est pas la liberté de presse quand même qui prend ainsi un coup. Effectivement, je pense que c'est ce qu'on vit. C'est sûr que je n'ai pas eu le temps d'analyser le fond. Je dis bien le fond du dossier. Mais si je dois prendre la forme, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est malheureux que beaucoup de jeunes béninois se retrouvent dans la rue et à cause, disons, de cette situation. Et je pense que les deux parties doivent quand même dialoguer pour trouver... comme le dit, des issues favorables par rapport à cette situation. Mais du point de vue emploi, je pense que c'est toujours difficile pour nous de pouvoir apprécier cela. Comme je l'ai dit, le fond du sujet, je n'apprécie, en fait, je n'ai pas vraiment analysé le fond du sujet. Mais sur la forme, c'est vraiment dommage qu'on arrive à ce niveau et il faut vraiment un dialogue entre les deux parties pour que les choses puissent reprendre. Et c'est sûr, le président Boulignagui, il y a véritablement une liberté de presse. Liberté de presse, je peux dire, vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'on observe, non, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment, c'est sûr que lorsqu'on prend les statistiques, si je me fie aux statistiques aujourd'hui qui sont publiées de part et d'autre, oui, il n'y a pas une liberté de presse parce que de 2006 à aujourd'hui, nous avons régressé vraiment dans les statistiques. Donc, si je me fie vraiment aux statistiques, il n'y a pas vraiment une liberté de presse. Et je pense que c'est l'une des priorités d'ailleurs du président Blaise Biachané qui se propose, vraiment, oui, c'est vrai, qui se propose
vraiment au niveau, disons, de la presse, être les amis de la presse, à pouvoir, disons, organiser le secteur de la presse, à rendre vraiment effective la liberté de presse. Voilà. Il est 10h08 dans les studios de la radio des défis. Si vous venez de prendre cette émission au vol, sachez que nous sommes en compagnie de M. Franck Passassi, porte-parole de la jeunesse ABD. C'est l'heure d'intervenir dans ce débat. Pour nous joindre, il y a donc le 65 00 24 24, le 65 00 28 28 ou le 21 33 84 19. Je ne sais pas si de l'autre côté de la baie vitrée, on a déjà des auditeurs qui se bousculent au niveau de la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, cher ami, bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? On m'appelle Agbodiaman Jules. Agbodiaman Jules. Voilà, je salue votre invité. Oui. Je ne veux pas dire le contraire de tout ce qu'il étale en la personne, en l'autorité politique du président Abdoulaye Diop-Tchane. Mais ce que je voudrais dire, c'est de bien vouloir transmettre au président Abdoulaye Diop-Tchane de ma part, de mettre tout en œuvre et ne ressembler nulle part à l'ancien ministre Degla. De quoi il est question? Vous avez vu la commune de Ouessé. La commune de Ouessé regorge à plus de 60 millions de tonnes de plusieurs qualités de marbre. Et pendant 10 ans, nous avions espéré que le gouvernement, sinon les gouvernements de M. Boni Yayi, qui se croit développeur, pourra amener des investisseurs sur les lieux, mais négatifs. Et c'est à ce titre, je me mets à la disposition du président Abdoulaye Diop-Tchane, développeur réel dont il s'agit, de mettre tout en œuvre pour que un projet somptueux de l'exploitation de ce gisement qui regorge même à plus de 700 000 emplois, que cette préoccupation soit dans son panier. Partout il passera sur l'étendue du territoire mondial. Ok. Merci, monsieur Jules Agbodiaman, pour cette intervention. Nous avons un deuxième auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Qui avons l'honneur? Bruxelles, Toronto. Pardon? Analyse de la situation présidentielle. Oui, et à qui avons l'honneur? 50 candidats, combien peut réellement payer les... Non, nous avons quelques petits problèmes avec cet auditeur. Apparemment, il y a un dialogue de sourds entre cet auditeur et puis nous. Nous allons peut-être prendre le troisième auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Je suis Serge Agbanon. Serge Agbanon, oui, pour être plus précis, deuxième officiel. Hein. Voilà, Serge Agbanon, allez-y pour votre préoccupation. Merci. Je salue le plateau d'abord. Oui, bonjour. C'est notre culture. Je salue votre invité. Oui. Bonjour. Merci. Diop-Tchane, je le salue là où il est pour lui poser quelques questions. Allez-y. C'est vrai, personne neige comme la mer. Ben, ce monsieur, je ne voudrais pas parler de passé, mais aujourd'hui, est-ce qu'il a déjà la conscience de rassemblement, de l'union nationale? Est-ce qu'il a déjà la culture de travailler avec les fonds, les goûts, les adjas? Est-ce qu'aujourd'hui, il a la conscience qu'on peut peut-être oublier ce qui s'est passé un peu en arrière? C'est-à-dire, là, il faut peut-être en parler un peu pour que le peuple béninois comprenne. Je voudrais... C'est vrai que nous sommes un peu limités par le temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bousculent de l'autre côté là-bas. Allez, très rapidement, s'il vous plaît, oui. Merci. Je vais aller très rapidement. Donc, voilà quelques questions, mais pour terminer, Monsieur Abdoulaye Diop-Tchane, la relation entre lui et Boni Yayi,
et l'SCBE. Est-ce que entre Boni Yahi et ce monsieur, ils n'ont pas quelque chose de contrat, de contrat secret pour peut-être dans les temps à venir nous montrer n'importe quoi. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Serge pour votre intervention. Troisième auditeur en ligne, bonjour. Voilà, l'auditeur est parti sur la pointe des pieds. Troisième auditeur en ligne, bonjour. Oui, éminent journaliste, bonjour. Oui, bonjour, oui. Sylvestre Oulouladi. Sylvestre Oulouladi. Invité, bonjour. Bonjour. Oui, moi je vois, est-ce que vous recevez? Oui, allez-y. Nous avons vu déjà la gestion d'un général. Celui qui est là, c'est un financier. Et celui que vous posez, lui aussi, c'est un financier. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on confie la gestion de ce pays à un homme d'affaires, à un économiste, comment dirais-je, que dis-je, à un homme d'affaires, un opérateur économique, j'allais dire. Je vous remercie, Sylvestre Oulouladi. Voilà, merci beaucoup Sylvestre pour votre intervention. Quatrième auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, je crois qu'il y a quelques soucis avec le téléphone de cet auditeur. Nous allons prendre le quatrième auditeur en ligne avec la permission de Roch Bouton-Redo. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, je crois que nous allons peut-être revenir sur ces auditeurs. Nous allons peut-être commencer à répondre très rapidement à ces questions. Nous allons commencer par Jules Agbodiema. Peut-être, Roch, nous allons peut-être revenir sur ça. Peut-être, apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Alors, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, et votre nom et prénom, s'il vous plaît. Oui, c'est M. Ngorossou Sébastien. Sébastien Ngorossou. Je m'appelle depuis Missebo Cotonou. Depuis Missebo Cotonou, oui. Monsieur Sébastien, allez-y. Oui, bon, je salue l'invité, il est jeune, moi aussi je suis jeune. J'ai vu à l'avènement de chaque présidentiable que les jeunes qu'on met devant. Et bon, qu'est-ce que les jeunes gagnent? Je pose la question à mon jeune frère. Qu'est-ce que les jeunes gagnent chaque fois quand le président arrive au pouvoir? Parce qu'on a vu 10 ans passer, chaque fois on regroupe les jeunes au palais pour leur donner les miettes qui rentrent chez eux. Mais en réalité, on ne sent rien sur le terrain. Est-ce que le président Aboulaye Diop-Chane, quand il va venir, mon jeune frère, est-ce qu'il est sûr que le président Aboulaye Diop-Chane pouvait faire quelque chose à l'endroit des jeunes? Quelque chose de sérieux, pas les miettes qu'on nous jette. C'est ça. C'est ma question. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe entre les partisans de ABT et les partisans de l'SCB au nord là-bas? Parce que tout le temps, il y a des blés. Qu'est-ce qu'il y a en bas de tout ça là? Est-ce que le Sénat en fait quelque chose? Voilà. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, M. Sébastien, pour votre intervention. Nous allons prendre un cinquième auditeur en ligne. Bonjour. Monsieur Serge. Oui, c'est pas Serge. Serge n'est pas là actuellement. Monsieur appelé Patrick. Monsieur Patrick. Oui, bonjour. Je salue votre invité. Oui, il vous répond. Oui, allez-y pour votre préoccupation. Bon, je voulais lui demander comment eux, ils ont vu la gestion de Boni Yahi pendant les 10 ans. S'ils doivent noter, quelle note doit-il donner au gouvernement de Yahi Boni? Et bien, quels sont les restes? Est-ce que ce qu'il vient de dire à propos de la jeunesse, est-ce qu'il est sûr que si le président Aboulaye Diop-Chane est élu le soir du 26 avril, est-ce qu'il est sûr et convaincu que si la jeunesse lui place la confiance, il pouvait nous aider? Parce qu'on en a marre. Pendant les 10 ans de gestion de Yahi Boni, on en a marre. Et on ne veut même pas un dauphin de Yahi Boni. Yahi Boni même fait amener François Hollande comme son dauphin. C'est à nous, au peuple, de dire non à ce dauphin. Ouais, c'est le peuple qui va trancher. Hein. Oui, c'est le peuple qui a le dernier mot. Ouais, absolument. Il peut amener Barack Obama comme son dauphin. Oui, mais... Si le peuple refuse, c'est fini. Voilà. C'est à nous de dire non au dauphin de Yahi Boni. Tout se passera dans les urnes, monsieur Patrick. Merci pour votre intervention. On a compris tout ce que vous voulez dire par rapport à ça. Donc voilà. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne puisque nous sommes tenus par le temps. Dernier auditeur en ligne, bonjour. Merci d'être le dernier. Je suis revenu à Bodiam-Jules. Oui, Jules Agbodiema. Je voudrais rappeler à qui veut le savoir
le président Abdoulaye Biotchane avait été, je demeure connaître à preuve palpable, il est inscrit dans les livres du royaume de Rwibada. Il a été érigé au grade de Da à Rotognon. Cela dit, le président Abdoulaye Biotchane n'est pas sans savoir les réalités du royaume d'Abomey. C'est l'homme détenant la culture des rois d'Abomey. Donc, je le dis parce que j'ai entendu un intervenant dire est-ce que... S'il va travailler avec les fonds, les Goum et les Adja, c'est ça. Alors, donc, je voudrais terminer en disant il n'y a pas de dauphinat à la constitution de la République du Bénin. N'amenez pas notre peuple au principe du dauphinat. Le dauphinat n'est pas l'affaire du peuple béninois ayant été lourdement appauvri. Il n'y a pas de dauphinat à notre constitution. Je vous remercie. Merci, M. Jules Agbodiama, pour cette intervention. Voilà, M. Franck Passassi, vous avez à peine 7 minutes pour répondre à toutes ces questions. Nous allons très rapidement commencer par le premier auditeur, M. Jules Agbodiama, voilà, qui, voilà, vous avez noté, qui dit quand même que faut pas que Abdoulaye Biotchane ressemble au ministre des Glas, parce que voilà, il y a un important gisement du côté donc des collines et autres. Alors dites-nous votre réponse par rapport à cette question. Non, je remercie vraiment tous les auditeurs pour leur intervention. Et je pense, je me porte garant de porter l'information et la préoccupation de mon cher aîné Jules Agbodiama et au président Abdoulaye Biotchane. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'une des priorités du développement du président Abdoulaye Biotchane, reste aussi le développement des gisements. Donc, ça cadre bien et je me porte garant d'apporter cette information déjà au président Abdoulaye Biotchane et je le remercie vraiment pour sa contribution. Et par rapport à la question de M. Serge, je dis bien, par rapport à la question de M. Serge, je voulais rassurer les jeunes et les auditeurs qui nous écoutent que le président Abdoulaye Biotchane tient beaucoup à l'unité nationale. Lui-même, je dis bien lui-même, est un exemple de l'unité nationale. Ah oui. Parce que vous savez, il est né dans une famille polygame dont il y a de 4 femmes. Il y a 2 du sud et 2 du nord. Et c'est quelqu'un, pendant tout son cursus scolaire, qui est resté au sud. Il est resté à Covert, et il est resté à Porte-Novo. Il a beaucoup d'amis à Covert, beaucoup d'amis à Porte-Novo. Et donc, je peux dire que c'est quelqu'un aujourd'hui qui incarne même l'unité nationale. C'est ça. Et à travers cela, et je peux rassurer mes amis que moi qui suis là, je suis fond du plateau d'Abomey. Mais il m'a fait confiance, il m'a nommé porte-parole des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont directeurs de cabinet un fond, il est d'Almeida. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de personnes quand même qui l'entourent et qui sont des gens qui sont originaires, disons, de la région méridionale, disons, du Bénin. Et l'autre chose, c'est quelqu'un qui parle, qui s'exprime, je dis bien, je peux rassurer, qui connaît vraiment aussi. Et je remercie d'ailleurs le grand frère Jules par rapport à sa contribution, qui, je pense, le président Abdoulaye Biotchane est aujourd'hui quelqu'un qui connaît mieux notre culture, la culture Fon, la culture Goum, la culture Adja, qui sait apprécier cela à travers, disons, ses amis. Et il parle correctement fort. Il s'exprime en fond. La dernière fois, il a parlé fort. Il était à Boumé. Il a parlé fort. Il a fait des interviews en fond. Donc, c'est quelqu'un qui connaît un peu, qui sait parler, c'est-à-dire qui parle la langue fond. Donc, il sait exactement de quoi il parle à travers l'unité nationale. Et je dis bien, il a adressé, et il y a de cela quelques mois, un discours sur l'unité nationale. Et il a dit, aujourd'hui, on ne peut pas se fonder sur des valeurs. On ne peut pas se fonder sur des valeurs ethniques parce que je suis issu de telle région ou je suis issu de telle région. Vous voyez un peu, pour pouvoir attribuer des emplois aux jeunes. Et il est allé loin, il a dit aujourd'hui, pour moi, la priorité pour moi reste la priorité des mérites où je pense que chacun puisse se retrouver. Il a dit c'est dans les actes, c'est pas dans les faits, c'est dans les actes. Donc je dis bien aujourd'hui que c'est quelqu'un, au-delà, je peux rassurer les chers auditeurs que Abdoulaye Biotchane est quelqu'un qui sait parler très bien nos langues. Il parle le Goum, il parle le Fon et qui a beaucoup d'amis
qui a grandi dans le sud ici, à Covert et dans la région, à Covert et aussi à Porto-Novo, mais qui est aussi resté au nord, quasiment, il a beaucoup d'amis au nord et qui est ancré quasiment au nord. Donc, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est l'incarnation même de l'unité nationale depuis sa naissance. Maintenant, par rapport à la préoccupation de M. Sylvestre qui parle, qui suggère qu'il nous faudrait, on a déjà eu un général, un financier, qu'il nous faudrait quelqu'un d'autre. Moi, je vais juste donner un exemple. D'abord, je tiens à rappeler aux auditeurs que le président Abdoulaye Biotchané, au-delà d'être économiste, c'est un économiste développeur. Je l'ai dit, c'est un économiste de développement. Donc, c'est son métier. C'est quelqu'un qui conseille quotidiennement, disons, des pays africains, qui conseille quotidiennement des entreprises publiques et privées, et qui est un développeur. Donc, au-delà de ça, oui, nous avons eu des économistes, nous avons eu des financiers, mais Abdoulaye Biotchané, au-delà d'être économiste, c'est un développeur. Donc, il sait exactement c'est quoi les vraies questions de développement. Et l'autre chose, c'est quelqu'un, ce n'est pas parce que vous avez un médecin qui vous soit mal, que demain, vous allez fuir le médecin, vous irez voir un maçon pour se faire soigner. Ce n'est pas parce que vous avez un médecin et vous êtes mal soigné par ce médecin que demain vous êtes malade, vous n'irez pas plus vers un médecin. Le problème, c'est de rechercher un meilleur médecin. Abdoulaye Biotchané est un meilleur médecin aujourd'hui pour le Bénin. C'est un meilleur médecin, il est économiste de développement, et il est un économiste développeur, mais il est un économiste médecin, un meilleur médecin pour le Bénin aujourd'hui en termes, disons, de développement. Donc, c'est ce que je vais dire par rapport à cela. Est-ce qu'il est sûr? Qu'est-ce que Abdoulaye Biotchané va faire pour la jeunesse? Si moi je suis là, je suis un exemple vivant. C'est vrai que nous, aujourd'hui, moi je suis rentré, c'est parce que son discours nous a séduit. C'est ça. Tout ce qu'il propose aujourd'hui comme solution au niveau des jeunes, nous vivons. Et nous sommes, moi je ne suis pas le seul jeune autour du président Abdoulaye Biotchané. On peut dénombrer une centaine de jeunes aujourd'hui qui ont des postes de responsabilité au niveau du président Abdoulaye Biotchané. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà à travers ce ciblage, à travers la responsabilisation des jeunes autour de lui, il dit que c'est vous jeunes, tout ce qu'on propose comme solution aujourd'hui, les objectifs, les défis à atteindre, je pense que ce n'est pas lui-même, c'est nous jeunes qui avons fait des propositions. Donc c'est nous-mêmes qui savons exactement ce que nous vivons, mais en toute chose, il faut avoir un coach. Vous voyez, dans une équipe de football, lorsque vous êtes une équipe de football et vous décidez des techniques et des tactiques, il faut un coach pour parfaire cette technique-là et pour cette tactique-là. Donc, c'est nous, jeunes, fondamentalement aujourd'hui, qui avions défini ce qu'il nous faut comme politique et qui avons exposé cela au président Abdoulaye Biotchané, qui a décidé, de par son expertise, d'approfondir cela. Donc, c'est pour vous dire que non, c'est vrai qu'aujourd'hui, lui, il accorde une priorité de choix à la jeunesse. Et ce n'est pas une priorité par les paroles, c'est une priorité par les actes. Exemple, je suis là. Exemple, nous avons un président des jeunes. Nous avons d'autres jeunes, le directeur cabinet est jeune. Nous avons il y a des personnes qui cherchent de la coordination, par exemple, de Cotonou, qui est un jeune. Donc, nous avons beaucoup de jeunes autour du président Abdoulaye Biotchané aujourd'hui qui ont des postes de responsabilité. Cela prouve que si nous jeunes suivons ce monsieur, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, au-delà de notre jeunesse, peut nous confier des postes de responsabilité et peut nous suivre. Et peut vraiment aussi, au-delà des postes de responsabilité, et c'est quelqu'un qui est un jeune d'esprit. Au-delà des postes de responsabilité, peut prendre à cœur les questions de préoccupation, disons, de ces jeunes-là. Donc, au-delà de ça, pour lui, la question de la jeunesse est une priorité. D'ailleurs, il va mettre sa campagne au cœur de la jeunesse. Parce que c'est quelqu'un, si vous suivez sa campagne en 2011, ça a été ça. Je pense que la majeure partie de ceux qui ont voté le président Abdoulaye Biotchané en 2011 étaient des jeunes. Parce que c'est quelqu'un qui est un jeune dans l'esprit. C'est ça. Alors, il y a quand même peut-être une autre question, peut-être que vous avez sans doute la confiance. La confiance, est-ce qu'on peut avoir confiance véritablement donc en président Biotchané, parce que c'est M. Patrick qui a posé cette question l'avant-dernier. Je ne sais pas si vous avez évoqué cette question tout à l'heure. Non, au niveau de la confiance, je pense que il est clair. Il est clair, vous savez, c'est un monsieur, je dis bien, et c'est rare, je peux dire quasiment le seul même, qui est resté au ministère des Finances et qui a quitté le ministère des Finances sans un coquille. Vous voyez un peu ce que dit? Sans un coquille. Pour lui, la question de confiance et la question de transparence, c'est une question primordiale. C'est ça. Je dis bien sans un problème. Quelqu'un qui reste au ministère des Finances sans un problème et de surcroît laisse, disons, le ministère des Finances avec, disons, un excédent de 100 milliards. Vous imaginez? Il est venu à un niveau donné, nous étions en déficit.
Il a comblé ces déficits-là. Il a laissé, disons, le ministère des Finances avec un excédent de 100 milliards. Et les partis, les gens l'ont acclamé, les gens l'ont regretté. Il est parti, on l'a nommé président directeur FMI. Vous voyez un peu directeur Afrique FMI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes, disons, de confiance, oui, je peux dire aux jeunes béninois que oui, le président Abdoulaye Biachane, c'est quelqu'un qui inspire la confiance déjà lui-même, à travers son parcours. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, puisqu'il est 10h28. Monsieur Franck Passassi, vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. 30 secondes pour mon mot de fin. Je vous remercie de m'avoir invité pour parler au nom des jeunes de l'Alliance ABT. La jeunesse ABT, au nom des jeunes ABT. Pour le président Abdoulaye Biachane, la question du chômage des jeunes, loin d'être une question de gouvernance, est devenue une question de sécurité nationale. Une priorité absolue. Je tiens à rappeler aux jeunes que les échéances prochaines qui s'annoncent en 2016 seraient une échéance où nous serons au cœur des débats. Vous savez, à la date du 1er février 2016, 21% des votants auront moins de 35 ans, mieux 52% des votants auront moins de 35 ans. Chers camarades, ne nous trompons pas de cible et de combat. Nous devrons cesser d'être des relais ou des caisses de résonance. Nous devons être une relève de qualité. Pour cela, analysons la qualité de l'agenda que les différents candidats vont nous proposer étant jeunes, car notre avenir en dépend. Je finis pour dire que Abdoulaye Biachane, comme sur toutes les couches socio-professionnelles, oui, en particulier les jeunes et les femmes, car son rêve est le leur pour un Bénin au travail, un Bénin debout, un Bénin gouverné autrement. À mes camarades jeunes, je nous rappelle qu'ensemble nous sommes la solution. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission 4 sur table. L'invité avec nous, Franck Passassi, ingénieur en génie mécanique de formation, porte-parole de la jeunesse ABT. Avec lui, nous avions donc parlé de la jeunesse, emploi et entrepreneuriat, acquis et perspectives pour 2016. Monsieur Franck Passassi nous a annoncé que le président Abdoulaye Biachane va créer 500 000 emplois lorsqu'il accédera au pouvoir en 2016. Monsieur Passassi, merci d'avoir pris part à cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Retrouvez donc Cas sur table en rediffusion lundi, c'est-à-dire demain à partir de 15h. Vous pourrez également suivre cette même émission en vidéo sur Océan TV, bien sûr, .info. La mise en onde était assurée par l'intrépide Rock Boutounredo. À la caméra, la rayonnante Siemiat Yessoufou. Merci également à Chantal Sessou. Au micro, Hospice Kouenou de Dravo. Retrouvez donc la même équipe dimanche prochain, même heure, même fréquence. Vous serez naturellement les bienvenus. Portez-vous bien. Carte sur table.